Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur toutes les dernières annonces Atlassian faites lors de leur événement annuel Team 21, qui était anciennement le Summit, pour ceux qui connaissent cet ancien événement. Et vous avez sûrement beaucoup de questions sur ces nouveautés et changements qui ont été annoncés. C'est pourquoi Nathan, notre CTO, va faire de son mieux pour éclaircir le sujet pour vous et vous résumer toutes les informations capitales. Nathan, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce compte-rendu de l'Atlassian Team 21. Je vous ai choisi aujourd'hui un certain nombre d'informations qui me paraissent être les plus importantes et les plus pertinentes par rapport à ce qui a été annoncé par l'éditeur lors de la conférence qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Donc en termes d'agenda, on va regarder les annonces produits qui ont été faites lors de cette conférence et elles sont nombreuses. On va regarder les mises à jour sur les différents produits existants. Et puis enfin, comme le disait Anthony plus tôt, on aura une session de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez surtout pas, durant ma présentation, à écrire dans le chat vos différentes questions. Et donc, allons-y et commençons par les annonces produits. Donc les annonces produits, elles se résument à ce terme point A ou point A, comme diraient les anglophones du coup. Donc point A, c'est l'initiative récente d'Atlassian afin de transformer les bonnes idées en de super produits. C'est vraiment une nouvelle initiative qu'Atlassian a mise en place et qui vise à rendre disponibles des produits sur lesquels il travaille pour le futur relativement tôt dans le processus, euh, donc que ce soit en mode alpha ou en mode bêta, afin de recueillir du feedback et donc de construire des meilleurs produits. Vous, en tant que client, vous avez du coup la possibilité de participer à ces différents programmes et à donner du feedback et à pouvoir essayer les produits en avance de phase et donc à vous préparer éventuellement à leur mise à disposition sur le marché. Et ça, c'est quelque chose d'assez notable et intéressant puisque Atlassian jusque-là n'avait pas forcément ce niveau d'écoute des clients au moment où ils sortaient les produits arrivaient directement sur le marché ou alors avec une version bêta très restrictive. Là, c'est beaucoup plus ouvert, vous pouvez jouer avec les produits, donner du feedback et qui sera pris en compte. Un point important par rapport à ces différents produits qu'on va couvrir dans le détail juste après, c'est qu'il s'agit de produits cloud uniquement pour l'instant. Alors certains d'entre eux resteront uniquement sur le cloud, d'autres peut-être arriveront sur le mode data center. Euh, mais l'usage du cloud ici est utile pour Atlassian puisque ça leur permet de faire des mises à jour extrêmement régulières. Pour des produits en plein développement, c'est forcément très utile et, euh, et du coup, c'est plus pratique pour Atlassian de fonctionner de la sorte. Donc, on va parcourir ces différents produits du programme point A aujourd'hui, en commençant par le premier qui s'appelle Team Central. Team Central ou Team Central, comme on dirait en français, c'est probablement mon outil préféré parmi les annonces qui ont été faites par Atlassian. Et ça a été construit autour de cette fausse citation que j'ai beaucoup aimée, de quelqu'un qui dirait j'adore faire du reporting du statut de mes projets. Et en l'occurrence, personne n'a jamais dit ça, puisque a priori, à ce que je sache en tout cas, personne n'aime faire ce type de reporting. Et donc l'outil Team Central a été créé pour que ce soit un petit peu moins embêtant, difficile, complexe de faire du reporting sur le statut de vos projets. Faire le statut de ces projets-là, ça fait plaisir à personne ou presque, et pourtant c'est essentiel pour donner de la visibilité à toutes les parties prenantes sur un projet. Et en l'occurrence, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, que ce soit dans Jira ou dans Confluence, c'est assez complexe finalement d'obtenir un statut sans avoir besoin de faire des exports et de retravailler des données ou de les présenter, ou alors de donner accès à l'outil. Mais dans ce cas-là, ça introduit beaucoup de détails et de technicité qui n'est pas forcément utile. Donc quand vous vous mettez dans cette situation aujourd'hui et quand vous réfléchissez sur vos propres projets, ici même, comment est-ce que vous faites ce reporting sur les statuts de vos projets? Vous allez peut-être faire des rapports, les extraire, vous créer des rapports spécifiques, vous allez créer des slide decks PowerPoint.
pour pouvoir présenter à votre équipe de management. Et c'est un processus qui, dans énormément d'équipes, n'est pas consistant. Chaque équipe fait un peu comme elle veut, et du coup, il n'y a pas d'efficacité derrière ça. Donc, ce produit vise à améliorer tout ce processus. Donc, ça se présente de cette forme-là. Et si on essaye de résumer ce qu'est Team Central, c'est un peu un réseau social des projets de votre entreprise. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que tous vos projets vont être centralisés, comme son nom l'indique, et que vous allez pouvoir suivre l'avancement de ces projets en fonction du temps. Vous allez pouvoir voir quels projets sont en ligne avec les objectifs de livraison, lesquels sont en risque, et lesquels ont été mis à jour ou pas été mis à jour. Et ça fonctionne comme un réseau social dans le sens où les chefs de projet vont devoir mettre leur mise à jour dans le produit de manière régulière, une fois par semaine. Et vous, en tant qu'utilisateur de la solution, les personnes qui ont besoin d'être à jour par rapport au statut des projets vont choisir sur quel projet ils souhaitent être mis à jour. En fonction soit des noms des projets, il y a un projet spécifiquement que je veux suivre, donc je vais suivre ce projet-là, tout comme sur un réseau social, je vais suivre une personne, mais aussi sur une thématique en particulier, grâce à des labels. Donc un projet va pouvoir disposer d'un label, une étiquette, et je vais suivre tous les projets qui sont en rapport avec cette étiquette parce que c'est une thématique que j'ai besoin de suivre. Dans Team Central, pour créer un projet, c'est assez simple. Il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et à quoi ressemble le succès? Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais il y a beaucoup de projets qui sont créés et qui ne répondent pas forcément à ces 3 questions-là, ou en tout cas, la réponse à ces 3 questions-là n'est pas forcément partagée avec l'ensemble des parties prenantes du projet. Donc ici, sur cette capture d'écran, je vous montre une création de projet manuel. Et bien sûr, dans le futur, il faut imaginer Team Central comme étant l'élément central autour de vos outils Atlassian. Et donc, on peut imaginer que les projets Jira ou les espaces Confluence ou les deux seraient automatiquement intégrés dans Team Central sans que vous ayez besoin de les créer manuellement. Pardon. Ensuite, vos projets, vous pouvez les rattacher à des objectifs de plus haut niveau. Et ça, c'est un point intéressant puisque vous allez pouvoir du coup suivre l'avancement de vos objectifs stratégiques en fonction de l'avancement de vos différents projets et identifier lesquels sont à risque et lesquels sont sur les rails, comme on dit. Et ça rejoint ce qui est fait aussi dans Jira Align, qui est l'outil pour l'agilité à l'échelle d'Atlassian, mais dans une version vraiment beaucoup plus appauvrie, mais néanmoins qui propose un certain niveau de visibilité. Du coup, une fois que votre projet est créé, chaque semaine, les chefs de projet vont devoir effectuer une mise à jour du statut de leur projet. Donc ça se passe de cette façon-là. C'est vraiment très simple. Ils doivent dire est-ce que le projet suit son cours, est-ce qu'il est en risque ou pas, donc changer le statut du projet, changer éventuellement la deadline du projet. Et donc la deadline, elle peut être soit sur une journée, soit un mois, soit un quarter, soit une année, en fonction du niveau de granularité du projet. Et ensuite, le chef de projet doit fournir un statut sur seulement 280 caractères. Alors pourquoi cette limite de 280 caractères? Puisque, je disais plutôt, c'est un réseau social, c'est vraiment, ils ont repris les concepts et les codes des réseaux sociaux. Donc ça peut paraître court, 280 caractères, mais c'est à la fois un bon point puisque ça nécessite du coup de se limiter à l'essentiel. Or, le management a souvent beaucoup de projets à suivre et donc n'a pas forcément besoin de rentrer dans un niveau de détail extrêmement élevé. Donc c'est bien d'avoir une vue assez haut niveau et donc relativement peu de détails à ce niveau-là. Bien qu'il y a la possibilité quand même de rajouter des images ou des vidéos à cet endroit-là, ce qui permet du coup d'avoir un contenu plus riche. Une fois que ces mises à jour sont effectuées, donc vous êtes sur un réseau social, vous allez pouvoir voir l'ensemble des mises à jour qui sont effectuées sur chaque projet. Et puis, si vous zoomez sur un projet en particulier, ils ont ajouté cette vue de type timeline. Donc, vous allez pouvoir voir l'historique du projet chaque semaine en fonction du temps et remonter comme ça dans l'historique du projet. Donc, ça vous permettra de voir si un projet était à risque à un moment donné dans sa vie
et puis que maintenant il est revenu sur les rails et qu'il va se livrer à telle date. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire avec les méthodes traditionnelles de reporting sur les projets qui ont vraiment une vue à la semaine. Et si on veut remonter l'historique, il faut retrouver l'ancien deck PowerPoint qui parlait de ça. C'est pas forcément évident. Ici, vous avez tout qui est rassemblé et qui est simple à lire d'un seul coup d'œil. Donc voilà pour Team Central. Pour moi, c'est un outil qui est très prometteur et qui, à l'avenir, quand il sera vraiment bien intégré avec le reste de la suite, pourra vraiment aider à avoir cette vue projet que l'on n'a pas forcément aujourd'hui dans les outils par défaut. Donc c'est un outil qui est en bêta, donc n'importe qui a la possibilité de rejoindre cette bêta, de rajouter Team Central sur leur Atlassian Cloud ou de créer un nouveau cloud avec juste Team Central gratuitement pour pouvoir le tester. Et puis du coup faire vos retours et vous imaginez comment vous pourriez fonctionner avec cet outil-là. Le second outil qui est présenté, qui fait partie de Point A, c'est Jira Work Management. Donc, Jira Work Management, c'est une refonte de Jira Core, qui est la version la plus basique de Jira, mais pour le cloud Atlassian. Donc, c'est un Jira qui est focalisé sur les équipes business, donc qui ne sont pas IT, c'est-à-dire pas développement ni service desk, et qui du coup a la vocation à mettre de côté les fonctionnalités vraiment techniques de Jira, donc une issue, un workflow, pour rendre tout ça beaucoup plus facile à prendre en main pour des équipes qui ne sont pas IT. Et l'avantage, c'est qu'on tire quand même parti de toutes les fonctionnalités standards de Jira en tâche de fond, on va dire, comme l'automatisation, bien sûr, ou alors les workflows, les champs personnalisés, mais bien sûr, il y en a d'autres. Donc, Jira Work Management, il arrive avec un certain nombre de templates pour les équipes métiers. Ces templates, vous voyez ici quelques exemples, la planification d'événements pour des équipes marketing, la clôture de fin de mois pour des équipes finances, la gestion des budgets aussi pour des équipes finances. Tous ces templates-là, en fonction de celui que vous choisissez, va vous créer des types de demandes et ou des champs personnalisés et des workflows qui seront différents. Donc, après les avoir testés, ces templates, ils sont relativement basiques. Donc, on va dire qu'à ce stade du développement du produit, ils sont plutôt là pour des nouveaux utilisateurs de Jira, pour qu'ils puissent rapidement prendre en main l'outil et commencer à travailler. Pour les personnes qui, ici présents, utilisent Jira depuis déjà longtemps, vous n'allez pas trouver ça forcément transcendant. Néanmoins, c'est pas, peut-être pas la cible prioritaire, on va dire, de ces templates-là. Néanmoins, on peut imaginer que dans le futur, ces templates seront beaucoup plus fournis. Et on peut aussi imaginer que des partenaires comme Valiantis pourraient rajouter leurs propres templates au travers d'apps sur la marketplace. Et là, ça peut devenir par contre très intéressant pour avoir vraiment des workflows qui soient très poussés ou des templates très poussés sur certaines thématiques métiers. Jira Work Management, il arrive avec un certain nombre de vues différentes. C'est-à-dire que ça se base toujours sur des demandes Jira, mais par contre, on peut les voir selon plusieurs prismes différents. Ce qui est la vraie nouveauté, on va dire, de cet outil-là. Tout d'abord, il y a une vue de forme board. Donc là, pour les utilisateurs de Jira Software, vous ne serez pas dépaysés. C'est un board, tout ce qu'il y a de plus simple, avec les différentes colonnes qui correspondent au statut. Par contre, c'est un board simplifié. Hein. Il est beaucoup moins riche et fourni que le board de Jira Software. Vous n'avez par exemple pas la possibilité de définir vos colonnes de façon extrêmement détaillée. Une colonne équivaut forcément à un état dans Jira. Et il n'y a pas non plus de fonctionnalité de quick filter. Donc les filtres du haut de la page ne sont pas aujourd'hui configurables, mais on peut imaginer qu'ils le seront dans le futur. Par contre, c'est quand même un board qui est très épuré et comme je le disais, c'était une volonté de la part d'Atlassian de rendre ça plus propre, simple et accessible à n'importe qui. Et lorsqu'on clique sur une demande directement dans ce board, ça s'ouvre dans une fenêtre pop-up qui est aussi assez épurée, c'est-à-dire qu'on ne voit vraiment que les informations utiles. Tout ce qui est assez complexe est dans des menus qu'il faut aller chercher par la suite et qu'on peut apprendre à utiliser en fonction du temps. Donc à ce stade, on a vraiment ce dont on a besoin et pas plus.
ce que je trouve vraiment propre et simple d'accès. Dans Jira Work Management, on a une vue qui s'appelle la List View, donc sous forme de liste. C'est finalement comme si vous aviez toutes vos demandes dans un tableau Excel et vous pouvez paramétrer les colonnes que vous souhaitez afficher, mais surtout, vous allez pouvoir cliquer sur n'importe laquelle des cases pour faire la modification de la demande en direct, sans avoir besoin de rentrer dans le détail. Chaque changement que vous effectuez sur cette vue-là est réalisé en tâche de fond sur l'outil sans même que vous vous en rendiez compte. Donc ça donne vraiment une expérience utilisateur qui est assez unique et qui est pas présente aujourd'hui ailleurs dans Jira. C'est vraiment rapide et très très intuitif d'utilisation. Aujourd'hui, il y a des capacités de filtrage sur cette vue en liste qui sont relativement limitées, mais qui s'amélioreront probablement avec le temps. Une remarque du coup, c'est que cette vue-là, aujourd'hui, elle n'est que dans le Jira Work Management, mais clairement, je pense que ce serait très bénéfique de l'avoir dans les autres versions de Jira, puisque, comme je le disais, elle offre vraiment une expérience utilisateur qui est très, très agréable. Une autre vue dans Jira Work Management, c'est la vue calendrier. Donc, comme son nom l'indique, ça affiche un calendrier avec chacune des demandes qui apparaît sur une journée en particulier qui est basée sur la date d'échéance de chaque demande. On peut cliquer sur n'importe laquelle des cases de ce calendrier pour créer une nouvelle tâche qui sera directement positionnée sur la journée que l'on a choisie. Alors cette vue, pour moi, c'est peut-être la moins aboutie aujourd'hui dans le produit, puisqu'on ne peut pas faire de drag and drop, par exemple. Donc déplacer une tâche directement depuis le calendrier, c'est pas encore disponible. Donc je privilégierais l'usage de la vue suivante qui s'appelle la timeline et qui, elle, est un peu plus aboutie. Donc, pareil, de la même manière, vous allez retrouver toutes vos tâches, mais vous allez les retrouver sur un calendrier, mais avec une date de début et une date de fin. Et là, vous allez pouvoir drag and drop, donc modifier la date de début et la date de fin en cliquant sur une case. Vous allez pouvoir aussi changer juste la date de début ou juste la date de fin. Vous allez pouvoir changer entre une vue semaine, mois ou quarter, trimestre. Et vous voyez aussi que les différentes barres, elles sont de couleurs différentes en fonction du statut de la demande. Et vous avez également un avatar qui montre la personne qui est attribuée sur la demande. Donc cette vue-là, elle est vraiment intéressante. Elle est très inspirée de ce que l'on peut voir dans Team Calendars, par exemple, ou alors dans Advanced Roadmaps sur Jira Software. Ce qui manque, on va dire pour l'instant dans cette vue, c'est de pouvoir avoir des dépendances qui apparaîtraient entre les différentes demandes, ou alors des sous-tâches aussi que l'on pourrait déplier ou replier pour avoir une vue plus détaillée de cette timeline. En tout cas, c'est assez prometteur. La vue suivante, c'est la possibilité de créer des formulaires. Donc là, c'est quelque chose qui reprend le concept d'issue collector pour ceux qui le connaissent. Donc c'est la possibilité de mettre à disposition d'utilisateurs un formulaire très simple et très épuré pour qu'ils puissent créer leur demande qui atterrirait ensuite dans votre Jira. Donc de la même manière que sur un issue collector, vous allez pouvoir créer votre formulaire avec les noms de vos champs, quels champs vous ajoutez, quels champs vous rendez obligatoires, et vous allez mettre à disposition ce formulaire qui va ressembler à ça sur votre instance, et n'importe quel utilisateur pourra ensuite venir créer vos demandes, ce qui est en termes d'expérience utilisateur, encore une fois, ce qui est beaucoup plus simple que de rentrer dans Jira, de cliquer sur le bouton créer, qui a une certaine complexité avec beaucoup de champs qui apparaissent. Donc là, ça reprend un peu le meilleur des deux mondes entre l'issue collector et puis ce qui est présent aussi dans Jira Service Management, par exemple. Voilà pour Jira Work Management. Un autre outil de point A qui a été présenté, ça s'appelle Compass. Donc Compass, c'est un outil qui a été développé principalement en interne chez Atlassian pour répondre à leurs propres besoins, puisque l'architecture du côté des produits Atlassian, notamment avec le cloud, s'est complexifiée. Il y a beaucoup de services qui sont utilisés, de différents éditeurs d'ailleurs, hein, pas que d'Atlassian. Et il leur manquait un endroit pour centraliser toutes les informations autour d'un service, que ce soit les API disponibles, la documentation,
les builds en cours. Et ils ont du coup développé cet outil qui s'appelle Compass, alors qui est pour l'instant en alpha, hein, on est encore très très haut niveau, mais ça vous permet d'avoir une vue service autour des outils Atlassian. Vous n'avez pas cette vue service aujourd'hui dans Jira, Confluence ou même Bitbucket. Vous allez à chaque fois avoir une partie d'un service qui va être soit un projet Jira plus un espace Confluence plus un repository Bitbucket, parfois une combinaison de tout ça. Ici, vous allez pouvoir regrouper toutes ces informations au sein d'un conteneur unique qui est ensuite recherchable. Et vous allez pouvoir aussi créer des checklists pour, par exemple, ici, voir si un service est prêt à être mis en production. Et donc, comme ça, vous vous assurez que tous vos services ont passé le minimum de tests nécessaires pour être mis en production. Donc, comme je disais, c'est un produit qui est en alpha, mais vous pouvez aujourd'hui, de la même manière que sur les outils précédents, le tester, demander à avoir une instance Compass pour voir si cela pourrait répondre à des besoins que vous avez en interne. Autre outil de point A, c'est OpenDevOps. Donc OpenDevOps, c'est une chaîne gratuite de développement et d'intégration continue autour des outils Atlassian. Donc c'est composé de Jira Software, Confluence, Bitbucket et Opsgenie. Et l'objectif d'Atlassian, c'était de rendre cette suite donc gratuite et complètement intégrée pour des équipes de taille petite qui lancent des produits et qui les déploient et d'avoir tout ça disponible finalement en quelques minutes. Donc c'est ce qu'ils ont appelé Open DevOps, mais finalement c'est un regroupement de choses qui existaient déjà. Mais autour d'Open DevOps, il y a aussi cette volonté de pouvoir s'intégrer à d'autres outils du marché qui sont, on va dire, les meilleurs dans leur domaine. Donc par exemple, vous allez pouvoir remplacer Bitbucket par GitHub ou GitLab dans cette même chaîne et tout va quand même se passer de la même façon. Donc ça n'aura pas d'impact forcément sur vos workflows. Par contre, vous allez pouvoir adapter la façon dont tout ça fonctionne en fonction des outils que vous utilisez ou que vous préférez utiliser. Donc ça, c'est une approche qui est assez intéressante et assez libre. C'est qu'on ne vous force pas forcément à utiliser que les outils Atlassian si vous avez déjà des outils que vous aimez et que vous souhaitez continuer à utiliser. Pardon. Et donc, bien sûr, c'est à destination aujourd'hui des petites équipes, mais quand les équipes grandissent, il y a la possibilité de passer à des versions payantes des outils Atlassian. Donc voilà pour les mises à jour du côté de point A. C'est beaucoup de nouveautés et beaucoup d'un coup. C'est vraiment plaisant de mon point de vue de voir que Atlassian continue à innover et puis à sortir de nouveaux produits. Et également cette démarche de transparence et de prise en compte des retours des clients très très tôt dans le processus. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut que soutenir à notre niveau. Donc maintenant, on va regarder les mises à jour sur les produits existants, en commençant par Data Center. Donc tout d'abord, sur Data Center, l'annonce a été faite de la mise à disposition de Bamboo Data Center. Donc Bamboo, qui est l'outil d'intégration continue et de déploiement continu. Il était jusque-là disponible uniquement en mode serveur. Maintenant qu'Atlassian abandonne le mode serveur, il fallait bien sûr qu'on ait un mode Data Center pour Bamboo. Ça avait déjà été annoncé, et donc ça y est, ça sort. Bamboo est parfois un outil critique dans les chaînes de déploiement continu. Et donc désormais, il sera bien disponible, enfin il bénéficiera des mêmes fonctionnalités data center que les autres outils, donc à savoir notamment la haute disponibilité et également des meilleures performances. Concernant les autres fonctionnalités sur data center, autour de Bitbucket, on a une nouvelle vue désormais dans Bitbucket Data Center qui est une vue build. Donc ça vous permet depuis Bitbucket de suivre les builds qui sont réalisés soit côté Bamboo, soit côté Jenkins, soit les deux, si vous utilisez les deux. Et vous pouvez même directement, depuis Bitbucket, exécuter des builds ou réexécuter des builds qui seraient en erreur. L'objectif, c'est que le fait d'utiliser des outils finalement derrière Bitbucket soit le plus transparent possible et que Bitbucket soit l'outil de travail central des développeurs. Autre fonctionnalité intéressante, c'est que on peut désormais dans Bitbucket, comme dans Jira et dans Confluence, effectuer des mises à jour
produit sans avoir besoin d'arrêter le service. Donc, c'était attendu depuis longtemps. Et ça y est, c'est à disposition. Enfin, une nouvelle fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les mirror farms. Donc, ils avaient sorti sur Bitbucket il y a un moment maintenant les miroirs, ce qui permettait pour les équipes distribuées d'avoir une recopie locale de leurs données afin de pouvoir y accéder plus rapidement en cas de clone ou de push. Et désormais, ça va un cran plus loin avec la possibilité de créer des fermes de miroirs, donc c'est-à-dire plusieurs serveurs derrière un miroir, pour encore améliorer les performances des équipes très grandes et très distribuées. Donc ça, désormais, ça va répondre à ce besoin pour les équipes globales. Voilà pour les nouveautés spécifiques à Data Center. Maintenant, on va regarder du côté de Jira Service Management, anciennement Jira Service Desk. Donc tout d'abord, une information qui date pas du Team 21, qui date d'un peu avant, mais que je préfère rappeler si jamais vous l'avez raté. Le plugin anciennement Insight for Jira, qui a été acquis par Atlassian, est désormais inclus dans Jira Service Management Cloud Premium, uniquement Premium, et Enterprise, ou alors dans l'édition Data Center de Jira Service Management. Ce qui veut dire que si vous êtes déjà client de Jira Service Management Data Center, mais que vous n'utilisez pas Insight, vous pouvez commencer à l'utiliser gratuitement, du coup. Et c'est une opportunité qu'il faut saisir puisque vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités. Insight est un outil qui est très riche, qui sert initialement à faire de la gestion d'assets IT, mais qui a aussi énormément d'autres cas d'utilisation, puisque Insight peut servir simplement de base de données. Donc, on peut mettre à peu près ce qu'on veut dans cette base de données. Chez Valiantis, on a fait de nombreuses implémentations qui vont plus loin que le simple cas de la gestion d'assets IT. Donc, si ça vous intéresse, Valiantis peut éventuellement vous aider en fonction de votre contexte à identifier pourquoi vous pourriez apporter de la valeur supplémentaire avec l'ajout d'Insight dans votre Jira. Autre information importante, c'est Insight, c'est Atlassian qui a fait l'acquisition de Proforma, donc de ThinkTilt pour être plus précis, qui est l'éditeur de Proforma, donc qui est un plugin qui permet de créer des formulaires complexes dans Jira Service Management. Donc ça ressemble à ça. C'est un exemple ici de formulaire. L'idée, c'est de pouvoir construire avec soit très peu de code, soit pas du tout, des formulaires qui soient dynamiques, c'est-à-dire qu'en fonction des données qui sont sélectionnées, vous avez des nouveaux champs à remplir, ou alors vous avez des validations dynamiques pour vous assurer que les champs sont bien remplis. Et ça, c'était vraiment une des briques manquantes jusque-là dans Jira Service Management, puisque notamment dans un contexte d'Enterprise Service Management, c'est-à-dire l'adressage d'équipes qui ne sont pas IT, on avait souvent des formulaires relativement complexes qui étaient très difficiles à représenter dans Jira. Donc Proforma arrive avec environ 300 templates de formulaires que vous pouvez réutiliser et bien sûr ensuite modifier par rapport à vos propres besoins. Et donc Proforma va être petit à petit introduit dans Jira Service Management directement sur le cloud. Dans Jira Service Management, autre nouveauté, c'est l'intégration de la solution Halp. Donc Halp qui a été acquis aussi par Atlassian au mois de décembre dernier, qui est une solution de service desk complètement intégrée dans les outils de chat. Et donc jusque-là, ils avaient une intégration principalement avec Slack. Et maintenant, cette intégration est disponible avec Microsoft Teams. Donc, ce que permet de faire Halp concrètement, c'est que au lieu de faire votre support directement depuis Jira, par exemple, vous permettez à vos utilisateurs de contacter l'équipe IT directement depuis Microsoft Teams. C'est-à-dire que c'est normalement ce qu'ils font déjà dans beaucoup d'entreprises. Quand il y a un problème, on va sur le chat et puis on contacte la personne de l'IT qui du coup nous demande de créer un ticket. Je pense que c'est un cas que beaucoup d'entre vous ici ont déjà vécu. Donc, pour contrer cela, quand vous avez Halp, vous pouvez directement, à partir de n'importe quel message, créer un ticket. C'est-à-dire une personne vient poser une question à quelqu'un de l'IT et la personne de l'IT peut directement créer un ticket à partir de cette demande.
et le demandeur pourra suivre l'avancement de son ticket directement depuis son outil de chat, donc sans avoir besoin de rentrer dans Jira, tandis que la personne de l'IT aura la possibilité d'aller dans Jira pour traiter son ticket normalement et suivre son cycle de vie. La synchronisation entre les deux outils est complètement transparente et c'est du coup un gain de temps et un gain aussi d'expérience pour les utilisateurs. Donc pour moi, c'est un peu le meilleur des deux mondes finalement pour faire plaisir aux utilisateurs, que ce soit simple pour eux et à la fois pour l'IT, pour qu'ils disposent de toutes les fonctionnalités de Jira, que ce soit en termes de reporting ou bien sûr de workflow. Maintenant, du coup, voyons ce qu'il y a pour Confluence. Alors sur Confluence, il y a Automation for Confluence, donc qui est l'équivalent de Automation for Jira, qui va être mis à disposition sur la version Cloud Premium de Confluence. Donc de la même manière que sur Jira, on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses basées sur un déclencheur, des filtres et une action qui est effectuée si les filtres sont répondus. Donc c'est une première version qui va sortir de cet outil d'automatisation. L'un des cas d'utilisation les plus basiques auxquels on peut penser, ça peut être l'archivage des pages après un certain temps d'inactivité ou de non-modification dans un espace dédié à l'archivage, par exemple. Mais on peut imaginer beaucoup d'autres fonctionnalités, et je suis sûr que dans vos contextes respectifs, vous avez déjà des idées de comment vous pourriez automatiser et donc mieux gérer votre espace Confluence. Autre fonctionnalité sur Confluence qui a été annoncée, c'est ce qu'ils appellent les liens intelligents ou Smart Links. Aujourd'hui, dans Confluence, vous pouvez faire des liens soit avec une URL directe, soit quand vous faites un lien vers Jira, ça s'affiche sous forme d'un lien dynamique. Vous avez le statut de la demande qui apparaît, et vous pouvez cliquer dessus. Les liens intelligents, ça va encore un cran plus loin, c'est que vous pourrez afficher certains liens sous forme de carte dans lequel vous auriez non seulement le titre, le statut, mais vous pourriez afficher des informations un peu plus détaillées sur ce qu'il y a vraiment derrière ce lien. Et l'avantage, c'est que ces données seraient dynamiques. Donc ça peut permettre de donner un peu plus de contexte à ce qui se trouve derrière un lien et donc d'améliorer aussi l'expérience des utilisateurs qui sont sur Confluence. Autre fonctionnalité qui paraît simple mais qui va faire gagner beaucoup de temps, jusque-là, les commentaires dits en ligne, c'est-à-dire ceux qui sont effectués en double-cliquant sur un morceau de texte dans Confluence, ces commentaires-là n'étaient visibles qu'en mode vue d'une demande et non pas en mode édition, ce qui était très gênant puisque le cas d'utilisation principal de ces commentaires, c'était j'ai terminé d'écrire ma page, je souhaite que quelqu'un revoie le contenu, donc je lui envoie, il fait ses commentaires, et maintenant, il faut que je prenne en compte ses commentaires, donc il faut que j'édite la page pour prendre en compte les commentaires. Sauf que quand j'édite la page, je ne vois plus les commentaires. Donc jusque-là, on était obligé d'ouvrir une fenêtre en mode vue, d'ouvrir une autre fenêtre en mode édition, et puis de parcourir les deux en même temps, ce qui était vraiment pas du tout pratique. Maintenant, on pourra voir les commentaires en mode édition et donc les corriger beaucoup plus facilement. Donc c'est pas grand-chose, mais ça va quand même faire gagner beaucoup de temps et encore une fois améliorer l'expérience de l'utilisateur. Dernière fonctionnalité pour Confluence dont je souhaitais parler, et pas des moindres, c'est l'accès invité. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré ce cas-là. Vous avez un espace Confluence et vous souhaitez que quelqu'un extérieur à votre département ou extérieur à votre organisation puisse voir le contenu et voire même y contribuer potentiellement. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut que la personne elle dispose d'un compte, il faut lui ouvrir les droits sur l'espace, il faut lui ouvrir les droits sur l'arborescence de page, s'assurer qu'il ne peut pas voir le contenu qui est à côté, en dessous, etc. Donc c'est très complexe et ça prend beaucoup de temps. Cet accès invité, ce qui permet de faire, c'est de directement sur une page donnée, d'ouvrir un accès afin de pouvoir donner accès seulement à ce petit morceau de page ou d'espace à des utilisateurs qui pourront du coup venir contribuer à votre page. Donc aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui va demander un peu plus qui va demander un peu de temps pour se déployer et pour s'améliorer, mais c'est déjà un premier pas vers rendre ce processus beaucoup plus simple pour les utilisateurs, pour collaborer avec des utilisateurs externes.
Voilà, du coup, j'en ai terminé pour le partage des informations que j'ai trouvées les plus importantes et intéressantes par rapport à cet événement Team 21.